et porter à une conscience multilingue et multiculturelle. Je vous ai maintenant donné beaucoup des informations personnelles et noms pour que vous puissiez voir aussi le changement. Alors, j'ai commencé comme une étudiante et jeune chercheuse dans un champ très traditionnel. Je ne voulais pas seulement faire un type de recherche qui était assez inhabituel dans ces temps-là, mais je voulais faire cette recherche avec l'aide d'un ordinateur. Et j'ai dû comprendre à la fin que si je voulais vraiment faire tout cela, j'avais besoin d'un champ divers et surtout d'une communauté. Dans les dernières minutes, j'ai nommé aussi deux associations, ALLC et ACH. Et maintenant, je voudrais bien voir avec vous d'où elles viennent et quel était leur impact sur le développement ultérieur du champ. Alors, l'Association for Literary and Linguistic Computing a été fondée officiellement en 1973 au King's College London. La fondation était précédée de 2 rencontres, de colloques, et la cible était dans ces jours-là de seconder l'usage de l'ordinateur dans les recherches sur la langue et la littérature. Membres fondateurs étaient entre autres Antonio Zampolli et Susan Hockey. Antonio Zampolli devait devenir le président de l'ALLC plus tard. Il était aussi très actif et influent sur le niveau européen et savait s'assurer beaucoup d'argent de la Commission européenne pour des projets très importants pour les langues. Et c'est entre vous qui s'intéressent pour les ressources linguistiques devraient accéder à la page web de l'Istituto di Linguistica Computazionale et scruter le projet terminé en commençant par la dernière page. Je vais vous laisser les diapositives à la fin et comme ça vous pouvez aussi suivre le lien. De 1980 à 1985, l'ALLC publiait d'abord un bulletin et une revue et en 1986, la revue Literary and Linguistic Computing a été fondée en fusionnant le bulletin et la revue. Et à partir de ce moment-là, on devenait membre de l'Association for Literary and Linguistic Computing par un abonnement de la revue Literary and Linguistic Computing. La revue était publiée par Oxford University Press, mais possédée par l'ALLC, alors l'association. La majeure partie des rentrées d'argent créées par la revue allait à l'ALLC. C'est mon premier exemplaire de la revue. Même si la revue était publiée en Angleterre par l'Oxford University Press, elle n'était pas une publication monolingue anglaise, mais on y pouvait trouver aussi des contributions en français, italien et allemand. Ça, c'était le développement institutionnel en Europe. Et dans les États-Unis, on commençait d'abord avec une revue. En 1966, le Journal Computers and the Humanities a été fondé. Et en 1975, le premier colloque international et annuel Computing in the Humanities se déroula. En 1978, l'Association for Computers in the Humanities a été fondée et la revue Computers in the Humanities devenait sa revue officielle. Et Nancy Haidt était la présidente de l'ALLC pendant beaucoup des années, excusez-moi. Alors, un autre développement des deux associations séparées vers une coopération. En 1988, l'Association for Literary and Linguistic Computing et l'Association for Computing in the Humanities souscrivirent un protocole de support pour des colloques internationaux communs. Le colloque se devait faire un an en Europe sous l'acronyme ALLC-ACH
et l'autre en Amérique du Nord sous l'acronyme ACH-ALC. Et se tenait le premier colloque international commun en 1989 en Amérique du Nord, ou plus précisément à l'Université de Toronto au Canada. Et en 1990 se tenait le second colloque international commun en Europe et précisément à l'Université de Siegen en Allemagne. Alors c'était ce colloque qui, comme je dis, changea ma vie. À ce colloque, je suis aussi tombée sur la Text Encoding Initiative. Il y avait une première proposition de guidelines qui a été publiée à peine avant ce colloque-là. Et à ce colloque, il y avait une session Text Encoding Initiative introduite par Susan Hockey et Nancy Ai. Et après, il y avait un atelier TI dirigé par Lou Bernard et Michel Spurberg-McQueen. Et l'après-midi, cet atelier continuait. La TEI est un des plus grands et plus importants acquis des humanités dans l'ère digitale. Et elle est elle-même la manifestation du développement vers une communauté de pratique. Depuis le début, la TEI a été développée par une communauté, pour une communauté, et il faut bien tenir compte des raisons derrière la TI. Au présent, la TI a dit en 1990, au présent, la diversité chaotique des schémas de balisage utilisés pour le texte lisible par des machines et produits pour être utilisés pour la recherche littéraire, linguistique, historique ou d'autres recherches basées sur texte, rend le transport de texte d'un logiciel à un autre difficile, et les chercheurs qui échangent des textes avec d'autres perdent beaucoup de temps avec le décryptage des textes et leur conversion dans leur schéma local de balisage. La TEI a été fondée à une rencontre au Vassar College. Vous voyez ici une très vieille image. Il y a beaucoup de gens qui étaient et sont encore très importants aussi dans les humanités numériques, mais je vais continuer. Nancy Haidt, la présidente de l'ACH, en était une des forces motrices, et les groupes de chercheurs aussi sur le photo représentaient des sciences des humanités, de la linguistique et de l'informatique, élaboraient des guidelines connus comme I can never pronounce it. Principles faisaient ainsi que ces guidelines gouvernaient le développement du premier standard Pi 1. Le travail pour les guidelines commença en 1988 et c'est intéressant qui a supporté le travail de cette initiative, c'était l'Association for Computers and the Humanities, l'Association for Computational Linguistics et l'Association for Literary and Linguistic Computing. À la base de ces guidelines était SGML, Standard Generalized Markup Language, et juste avant le colloque de Siegen, comme j'avais déjà dit, la première proposition a été publiée. En 1992, la version intérim P2 a été adoptée et en 1994, c'était la proposition 3 et c'était la première version stable qui existait. Et les co-éditeurs étaient Lou Bernard et Michael Spurberg-McQueen. En quelques ans après, la taille a été actualisée et pendant ces années, XML a été développé de plus en plus et jouissait d'une diffusion croissante. À partir de 1987, Unicode, qui c'est très très important, Unicode pour tous les langues, un standard pour encoder les systèmes d'écriture, a été développé.
Unicode a été implanté en XML. À cause de ces développements, il devenait nécessaire de remanier le taille standard profondément, de transporter les guidelines de SGML à XML et d'adopter Unicode. Alors, pour pouvoir faire tout cela, le TI Consortium a été fondé en 2000 et le but de l'établissement du consortium a été de garantir un foyer permanent à la taille comme une organisation constituée démocratiquement, indépendante en termes académiques et économiques, se supportant soi-même et sans profit. Alors plus tard, on a publié des autres propositions et le standard actuel, c'est la proposition 5 qui a été publiée en 2007. C'est tout plus régulier, plus proche aux pratiques XML actuelles et promu par les W3 Consortium. Et on actualise ces propositions régulièrement. Alors la TI n'est pas une association professionnelle, mais une communauté de pratiques très vivantes. Un standard développé par et pour une communauté, un standard publié en forme de guidelines, un consortium démocratique de membres. Et ça, pour moi, est très très important, que je vais dire maintenant. La TI est maintenue par ses membres. Les membres individuels payent $50 par an. Pour les membres institutionnels, existent des types divers d'affiliation. Mais quand vous préparez une demande de financement pour un projet où la TI doit jouer un rôle, vous devriez budgétiser aussi la cotisation pour l'affiliation du projet à la TI. Et si la demande est approuvée, vous devriez affilier le projet aussi à la TI. La TI maintient une mailing list, des rencontres, un colloque, une revue, un wiki, un GitHub, etc. Et la TI a beaucoup de groupes d'intérêt spécial. Alors, vous avez beaucoup de possibilités de vous engager dans la TI. Et en 2017, au colloque de Montréal, l'Alliance of Digital Humanities Organizations a conféré à la communauté TI le prix Antonio Zampoli, dédié à un projet singulier ou une présentation singulière. Maintenant, on va au global. Alors, il y avait des discussions autour d'une organisation parapluie ou parasol depuis 2002, et il y avait une rencontre entre les deux comités directoires, de ICH et IRRC. On a créé un groupe de travail qui devait examiner les possibilités d'une collaboration plus étroite entre les deux associations et sur le champ plus large des humanités numériques, et de présenter ses recommandations au colloque annuel de 2003. Les membres étaient, je saute cette page, mais le plus important est que le comité a présenté ses recommandations vraiment à ce colloque de 2003. Une phase de transition très longue et difficile suivie, et le nom du parasol changeait plusieurs fois avant que la décision de l'appeler ATO, ça veut dire Alliance of Digital Humanities Organizations, fut prise. En juin 2005, on rencontre des comités directoires, ce qui se fait à Victoria. On approuvait le protocole de gouvernance et des colloques, et surtout, on a créé le comité directif multilinguisme et multiculturalisme, et on m'a offert la chaire parce que, à cause de mon engagement pluriannuel pour le multilinguisme. Et le premier congrès mondial, disons, a eu lieu à la Sorbonne de Paris en 2006. Et depuis lors, ATO organise chaque année un colloque DH dans un autre pays.
On pourrait voir cette fondation de l'Alliance of Digital Humanities Organizations aussi comme un acte de solidarité, parce que la revue Computers in the Humanities était en possession de Springer. Springer ne partageait pas le revenu créé par la revue avec l'association, et la situation financière de ACH était donc assez difficile. La revue Literary and Linguistic Computing était et l'est toujours publiée par Oxford University Press. Elle était toujours en possession de l'association. Oxford University Press partageait les revenus créés par la revue avec ARLC et la situation financière de l'ARLC était donc très bonne. Quand nous avons fondé l'ATO, il y avait beaucoup de discussions douloureuses sur cette revue et sa propriétaire. Quand même, à la fin, elle restait de propriété de Association for Literary and Linguistic Computing, mais elle devint la revue de l'ATO, cette organisation mondiale, et la revue créée par la revue finance maintenant ATO. Ces revenus ensemble, avec les contributions des associations plus riches en termes de finances, supportent aussi les associations plus pauvres financièrement. La revue Computers in the Humanities, c'est sa publication, et devint la revue Language Resources and Evaluation. Je voudrais bien encore dire un mot ou deux sur ce comité. Au début, c'était vraiment difficile. J'avais toutes ces expériences faites avec les clips séminaires et les connaissances acquises quant à l'importance de ressources linguistiques, mais il fallait convaincre une communauté qui avait toujours cru que l'anglais était la plus grande et importante langue universelle, que tout le monde académique parlait parfaitement anglais, qu'avec l'anglais tout le monde s'entendait. Alors, par exemple, une proposition comme demander de résumés ou des diapositives en 2 langues au moins rencontrait une forte opposition des anglophones qui demandaient que le comité mettait à disposition un service de traduction, tandis que le non-anglophone et plutôt multilingue européen sauraient débrouiller même s'ils, elles, auraient dû appeler leurs collègues à l'aide comme elles sont habituées à faire. À travers les années, l'impact du comité se faisait quand même voir. Les appels à contribution pour le colloque ne sont plus publiés seulement dans les 5 langues officielles de l'ATO, mais on tente aussi à prendre en considération la situation linguistique locale, par exemple avec l'Algonquin dans le cas du colloque de Ottawa. Et les colloques bilingues sont certes encore rares, mais on les a déjà faits, par exemple à Montréal et à